Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on est rassemblés là par l'Institut for a Positive Food pour un webinaire donc, qui s'intitule « Activité physique régulière, s'auto-évaluer pour adapter son alimentation ». Alors, c'est un sujet important, on est en période pré-olympique, donc c'est aussi un sujet d'actualité. Dans le sport, il y a évidemment la performance, mais il y a aussi la santé, l'entretien pour ceux qui ne seront pas forcément athlètes de haut niveau. Il y a aussi un aspect prévention qui n'échappe à personne. Et dans tous les cas, faut pas se rater. Alors si l'alimentation n'assure pas finalement l'objectif, que ce soit le sportif olympique ou tout simplement monsieur ou madame tout le monde, eh bien on va voir effectivement comment faire en sorte de ne jamais être déçu et de pouvoir réaliser ses performances et assurer donc pour cela une alimentation correcte. Alors pour traiter ça, on a deux intervenants. On a d'abord Daniel Thomé, qui est professeur honoraire à l'Institut AgroParisTech et président du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food. Il va nous parler pendant environ 15 minutes de la pratique d'activité physique et de l'état corporel. Donc ça, c'est la science dure. Et puis en deuxième partie, on aura donc Véronique Rousseau. Alors Véronique Rousseau est professeure de sport et diététicienne nutritionniste, double casquette, le tout à l'Institut national du sport. Et là, on va passer dans le plus concret puisqu'elle va nous parler de comment s'auto-évaluer au quotidien pour adapter et améliorer son alimentation. Voilà. Alors pour animer ça, eh bien, on est deux. Donc il y a Pascal Ebel, qui est donc membre du conseil scientifique également, et directrice associée chez Seaways. Et puis moi-même, professeur de biochimie nutrition à l'Institut Agro à Rennes. Alors, une dernière petite information, puisque après les deux interventions, il y aura donc une table ronde animée par Pascal Ebel, et pour répondre aux questions que vous ne manquerez pas de poser. Alors, le mieux pour écrire vos questions, c'est de les mettre dans questions. C'est très original, c'est l'onglet questions. En effet, quelquefois, certains peuvent les mettre aussi dans le chat. Alors, on va convenir, mais on ira voir quand même ce qui se passe dans le chat, on va convenir que les questions sont dans l'onglet questions et les problèmes techniques, si vous avez des coupures, etc., vous les mettez plutôt dans le chat. Donc voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et donc je donne tout de suite la parole à notre collègue Daniel Thomé. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais parler des problèmes de relation entre activité physique et état corporel. Comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est tout à fait d'actualité. C'est une question majeure, évidemment, sur le plan de la santé publique. Marcher 30 minutes rapides par jour, tout le monde connaît l'expression. Mais je veux simplement illustrer ça en disant, si on regarde, vous voyez, la revue Nature, qui est la revue la plus illustre dans le domaine scientifique, a fait sa couverture du numéro du mois de mai, voilà, le 2 mai 2024, sur l'activité physique avec un éditorial et des articles. Ils disent les effets de l'exercice. Il n'est pas surprenant que l'exercice régulier soit bon pour la santé, mais les mécanismes moléculaires à l'origine de ces bienfaits restent mal compris. Donc, ça veut dire il y a santé publique, mais il y a quand même la recherche derrière. Il y a une activité de recherche importante. Et en particulier, aux États-Unis, il y a le Molecular Transducer of Physical Activity Consortium qui a développé de la recherche depuis un certain nombre d'années et qui cherche à résoudre les problèmes sur expliquer les effets de l'activité physique en décrivant les changements au niveau tissulaire, moléculaire qui se passent dans le corps. Ils ont pu identifier des milliers de changements moléculaires qui offrent un aperçu des avantages accumulés lorsque le corps s'adapte à l'exercice. Voilà, donc voilà, c'est par exemple, c'est dans cette revue ici, c'est l'éditorial, vous voyez, donc qui a été publié sur l'exercice physique, un article très scientifique, évidemment, sur les changements moléculaires qui interviennent. Ils avaient aussi dans le groupe métabolisme un article dans Nature Metabolism, toujours très récent, et un article aussi dans Nature Communication. Donc on est vraiment à l'ordre du jour sur le plan de la recherche aussi. Ça a même été repris dans Le Monde, vous voyez, on est toujours dans l'actualité. Le Monde du 7 juin, la chronique de Sandrine Camus qui reprend évidemment ces données de Nature. L'activité physique préserve santé cardiovasculaire, respiratoire, mentale, réduit le risque et aide à soigner de nombreuses pathologies, dont les cancers, le diabète de type 2, etc.
En 2016 a débuté le plus vaste programme jamais consacré à ce sujet, prévu sur 10 ans et financé par les instituts nationaux américains à hauteur de 170 millions de dollars. Le projet implique 25 universités américaines. Ils ont montré que sur 15 millions de paramètres biologiques mesurés, ils ont montré que plus de 35 000 de ces paramètres s'avèrent modifiés de façon statistiquement significative par l'activité physique. Alors, l'activité physique, évidemment, il ne faut pas regarder de façon aiguë, ponctuelle ce qui se passe. Le problème de fond, c'est comment le corps s'adapte à une habitude d'activité physique régulière. Et en fait, il y a pas mal d'adaptations qui sont à différents niveaux. Évidemment, la première chose très importante, c'est l'augmentation de la demande énergétique. Augmentation de la demande énergétique, ça joue évidemment sur les réserves énergétiques corporelles, tissu adipeux, donc on voit ce qu'il y a derrière. Hein, le tissu adipeux, c'est le principal élément qui va contrôler le poids, mais aussi la consommation alimentaire. Il y a un équilibre entre les deux. Et évidemment, puis derrière, il y a les réserves énergétiques, donc consommation, dépenses, réserves. Derrière, évidemment, les nutriments énergétiques, leur métabolisme s'adapte. Bon, derrière, on voit bien le glucose, les lipides, les acides aminés, rôle du muscle, du tissu adipeux, du foie. On voit bien les implications santé qu'il y a derrière tout ça. Évidemment, le fait de faire de l'activité physique, c'est bouger. Ça sollicite le système musculo-squelettique, renouvellement musculaire, renouvellement osseux, synthèse protéique. Pour assurer le fonctionnement énergétique, il y a l'activation de l'activité pulmonaire et respiratoire, pour assurer les échanges d'oxygène et de CO2, pour assurer la combustion des précurseurs énergétiques, en particulier au niveau musculaire. Mais évidemment, il faut aussi l'activité cardiaque et circulatoire. Donc, il y a une activation de l'activité cardiaque et circulatoire pour assurer les échanges. Il va y avoir un impact sur le système cardiovasculaire. Et puis, la nouveauté, depuis un certain nombre d'années, on s'est aperçu que le système nerveux central était très impacté aussi par l'activité physique, les questions d'oxygénation, d'irrigation, de neurogénèse, de connectivité, de processus de récompense, etc. Et puis, évidemment, derrière toutes ces modifications, d'autres effets qui sont importants. Pardon, je vais passer trop vite. Voilà, donc cette homéostasie énergétique, évidemment, c'est le premier effet de l'activité physique. Ça se passe dans le côté de la dépense énergétique, évidemment. On voit, dépense énergétique, métabolisme de base, activité thermogénèse. C'est l'activité qui est augmentée, évidemment, qui peut augmenter plus ou moins selon l'intensité de l'activité physique. Et ça va modifier, évidemment, les deux autres composantes de cet équilibre entre l'apport énergétique et les réserves énergétiques, qui sont principalement sous forme de graisse dans le corps. Il y a du glycogène, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des protéines, mais on ne peut pas beaucoup les mobiliser. Et donc, on voit que ce qui est très impacté, c'est les graisses et évidemment, c'est la consommation énergétique. Et c'est là, évidemment, il y a une adaptation de l'équilibre qui est modifiée lorsqu'on augmente la demande, la dépense énergétique. Pardon. Voilà, donc c'est deux types de tissus qui sont modifiés. C'est ce qu'on appelle la masse maigre, la fat-free mass, qui est en fait la masse musculaire, la masse osseuse, etc. On sait très bien que au cours de la vie, elle augmente et puis au-dessus de 50 ans, elle se met à diminuer. C'est la perte de masse maigre, la fonte musculaire, etc. Donc ça, on cherche à préserver la masse maigre. Et puis de l'autre côté, il y a la masse viscérale, la masse adipeuse, évidemment, où c'est la réserve d'énergie. Et là, au contraire, on cherche à ce qu'elle n'augmente pas trop. Et on voit qu'elle augmente au cours de la vie, puis ensuite elle se stabilise, elle diminue un peu. Alors la chose importante, c'est de voir évidemment la concentration énergétique est beaucoup plus importante dans le tissu adipeux que dans le tissu dans la masse grasse que dans la masse maigre. Et donc c'est bien ça qui va se mobiliser lorsqu'il y a une demande d'énergie. Voilà, donc si on regarde évidemment, si on regarde l'influence de l'activité physique sur la dépense énergétique, évidemment c'est la dépense d'activité. La dépense d'activité, il y en a toujours, c'est ce qu'on voit là, activité habituelle, on marche, on monte un escalier, etc. À chaque fois, ça on sait le mesurer par les échanges respiratoires, on voit qu'il y a des augmentations, des variations de la dépense. Mais si évidemment il y a de l'activité physique
qui est une augmentation plus importante de la dépense énergétique, on le voit là, évidemment, ben, ça se voit bien. Et alors la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de compensation, c'est-à-dire si quelqu'un fait de l'activité physique, la dépense d'énergie de l'activité physique vient en plus du reste. Donc c'est vraiment, ça permet d'augmenter la dépense énergétique. Il y a un petit problème pour passer les diapos. Enfin, voilà. Alors, ce coût énergétique des diverses activités, ben, c'est représenté là. On voit évidemment, ben, les premières, on voit que c'est un peu les dépenses d'activités de mode de vie sédentaire. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a des activités un peu plus importantes, de la marche, des jeux et puis évidemment du sport, on voit par rapport en multiple du sommeil, on voit que ça peut monter à 2, 3, 4, 5 fois les multiples du sommeil. Et donc, évidemment, on voit très bien que c'est une augmentation significative de cette dépense d'énergie. Voilà, et si on regarde les conséquences, évidemment, donc là, c'est les variations de masse grasse chez des sujets moins de 54 ans et plus de 54 ans, hein, suivis sur plusieurs années. Et on a suivi en haut la fat mass, la masse grasse, et en bas la fat free mass, la masse maigre. Et ce qu'on voit donc chez les jeunes, il n'y a pas de... Vous voyez, quand ils augmentent donc à 4 niveaux différents de dépenses énergétiques, eh ben on voit que les sujets les plus jeunes, ils perdent de la masse grasse. Les sujets plus vieux, ils en avaient déjà un peu perdu, ça bouge pas trop, puis il faut peut-être mieux pas qu'ils en perdent trop, surtout quand ils sont plus âgés. Mais ce qui est important, c'est sur la masse maigre. On voit où en noir sont les plus âgés. Eux, on cherche à préserver et c'est efficace, en effet. Quand ils augmentent leur activité, ben, ils préservent de la masse maigre. Bon, les sujets plus jeunes, ça dépend du type d'exercice qu'ils font. Eux, ils sont pas encore trop en perte. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se met à faire de l'activité physique? Là, c'est le bilan énergétique en fonction des semaines d'activité après avoir commencé des activités. Ben, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, on voit à gauche, là, sur les 10-15 premières semaines, les sujets, ils sont en déficit énergétique. Déficit énergétique, ça veut dire, évidemment, ben, ils mobilisent du tissu adipeux et donc ils perdent de la masse grasse. C'est ce qui est recherché en partie donc pour mieux contrôler leur poids. Mais évidemment, au bout d'un moment, il y a un équilibre différent et ils sont bilan énergétique équilibré et tant mieux. C'est-à-dire que ils dépensent, ils consomment autant qu'ils dépensent, mais avec un équilibre différent. Et en général, ils ont en particulier un tissu adipeux qui est moins développé. Mais évidemment, le tout fonctionne très bien. Et on voit très bien ici, si on regarde, vous voyez, les changements des graisses corporelles après une année d'exercice, alors chez les hommes en bas et chez les femmes en haut, et puis en fonction de la durée de l'exercice à gauche ou en fonction de l'intensité de l'exercice, on voit très bien, dans tous les cas, en fait, quand la durée ou l'intensité de l'exercice augmente, eh ben, il y a de la perte de masse grasse. C'est ce qui est recherché, c'est-à-dire que le poids est mieux contrôlé, la masse grasse est mieux contrôlée. Et là, ce qui est intéressant, c'est ces fameuses graisses viscérales, vous voyez, ben c'est un peu la même chose. Alors, c'est un peu plus difficile, on sait qu'elles sont difficiles à mobiliser, mais malgré tout, chez tous les sujets, quand on augmente l'intensité d'exercice, on arrive à mobiliser de la masse viscérale, ce qui est important puisque la masse viscérale est un facteur de risque cardiovasculaire. Et puis, on voit évidemment ben, l'indice de masse corporelle. Très clairement, c'est une méta-analyse qui montre que l'exercice diminue l'indice de masse corporelle, qui est l'indice d'adiposité. Et puis, très intéressant, si on regarde la masse musculaire, vous voyez aussi une méta-analyse sur des données sur la masse musculaire, ben, globalement, et la moyenne en bas, on voit très bien qu'il y a un effet positif significatif de l'exercice sur la masse musculaire, c'est ce qui est recherché. Vous voyez, on diminue la masse adipeuse et on augmente la masse musculaire, c'est ce qui est cherché. Et cette masse musculaire est active. Si on regarde la force de la main, hein, le hand grip, c'est la force de préhension chez des personnes âgées dans ce cas-là, ce qui est intéressant. Et on voit que aussi, quand ils font de l'exercice de façon significative, à ce moment-là, ils ont une force musculaire qui est augmentée. Pardon, voilà.
Voilà, et juste un petit coup d'œil sur la nutrition, mais ça sera traité tout à l'heure. Là, 8 semaines d'entraînement en résistance, accompagné juste après l'entraînement d'une consommation de protéines, 46 grammes après l'entraînement de protéines de bonne qualité, on va dire dans tous les cas. On voit, vous voyez, par rapport au contrôle où il n'y a pas de protéines après l'exercice, quand il y a des protéines qui sont fournies, qui sont les briques de construction musculaire, on voit qu'il y a un effet significatif au bout de 8 semaines sur la masse maigre. Donc ça, il y a bien un couplage de l'exercice avec le développement de la masse maigre, en particulier de la masse musculaire. Et puis là, une méta-analyse où ils ont regardé tout un tas de facteurs de risque associés, bon, soit un exercice aérobique, soit résistance. Bon, qu'importe. Ce qu'on voit, bon, la composition corporelle, on l'a vu, la masse musculaire, la densité minérale osseuse, évidemment, puisque l'os met une tension sur le muscle, met une tension sur l'os, et à ce moment-là, non seulement le muscle se développe, mais l'os aussi. Il y a une minéralisation osseuse et un développement osseux qui est protégé. Le métabolisme glucose, on voit dans tous les cas, il est amélioré, et puis le risque de diabète est diminué. Le métabolisme des lipides, vous voyez, les LDL diminuent, les HDL augmentent, les triglycérides diminuent. La pression artérielle, elle diminue. Et puis tout un tas d'autres paramètres, on parlait le volume pulmonaire, le temps d'endurance, la capacité maximum d'échange gazeux, et puis vous voyez la qualité de la vie et le niveau inflammatoire général est amélioré. Il y a vraiment un effet positif de l'exercice. Et dans ce travail, ils ont regardé les effets de l'activité physique sur ce fameux syndrome métabolique qui associe obésité, hypertension, résistance à l'insuline et hypercholestérolémie. Et tout un tas de composants qui contrôlent ce syndrome métabolique, la dépense énergétique, la capacité à mobiliser les lipides, la résistance périphérique, l'angiogénèse et l'artériogénèse. Vous voyez, on renouvelle les tissus cardiaques et vasculaires, la dilatation de la circulatoire et la sensibilité à l'insuline, tout ça est amélioré. Voilà, et c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Regardez, il y a une publication de 94 où ils ont bien montré que quand le niveau d'activité physique augmente, la mortalité par des maladies cardiovasculaires est clairement diminuée. Et donc, c'est quelque chose qui est important et qui est connu. Et voilà, et donc, il y a cette publication qui revoit tous les bénéfices qu'on peut regrouper d'exercices de résistance dans ce cas-là, mais qu'importe, et qui justifie ça en disant, bah oui, il faut prescrire, c'est dans une revue médicale portugaise dans ce cas-là, il faut prescrire de l'activité, ça améliore la composition corporelle, la densité minérale osseuse, la masse musculaire, etc. Le contrôle des risques cardiovasculaires, la pression artérielle, le métabolisme des lipides, le métabolisme du glucose, et puis, vous voyez, la mortalité, l'anxiété, la dépression, l'ostéoporose, et puis beaucoup d'autres effets, la minceur, la qualité du sommeil, la qualité de la vie, tous ces éléments sont améliorés par la pratique de l'activité physique. Voilà, je pense que j'en ai terminé, je pense que j'ai fait mon quart d'heure. Oui, très bien, merci beaucoup Daniel, et tu es dans les temps en plus, c'est parfait. Alors, après ces aspects théoriques, il n'y a pas de questions, donc bon, pas, et sur le chat non plus. Alors c'est bien, on va gagner du temps. Moi j'en avais juste une avant de passer la parole à Véronique Rousseau. Tout ce qui concerne le stress oxydant, est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'on a là aussi finalement une adaptation de nos moyens de défense quand on fait des efforts? Alors oui, globalement, disons, l'effet, d'ailleurs c'était indiqué là, vous voyez, l'inflammation générale est diminuée. Et ça, tous les marqueurs le prouvent, parce qu'évidemment, il y a un meilleur échange, en particulier au niveau du métabolisme énergétique, qui génère des composés inflammatoires en particulier. Et comme il y a une meilleure élimination, puisque la circulation marche mieux, toutes les voies d'élimination des composés
produit par le métabolisme énergétique est beaucoup plus efficace et on a vu que la résistance à l'insuline diminue et à ce moment-là, le niveau inflammatoire et les composés et le stress oxydatif est diminué par l'activité physique. Il n'y a pas d'autres questions? Philippe, ton micro est fermé. Oui, j'avais mon micro. Et je n'ai pas trouvé d'autres questions, donc je propose qu'on passe à la deuxième partie. Là, on va passer à l'appliquer, c'est-à-dire dans la pratique, comment s'auto-évaluer au quotidien pour adapter et améliorer son alimentation. La parole est donc à Véronique Rousseau que j'ai présentée tout à l'heure. C'est à vous pour 20 minutes. Ok, parfait. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, beaucoup de sportifs savent à peu près ou ont connaissance de ce qu'il faudrait manger ou boire pendant la phase d'activité physique, mais ou en dehors, mais peu l'appliquent au quotidien. Donc, un des moyens qu'on a essayé de tester, nous, à l'Institut national du sport et notamment auprès des jeunes, c'est de proposer des astuces, proposer 20 astuces pour adapter son alimentation à son niveau d'activité physique et de permettre aux sportifs de s'auto-évaluer au quotidien pour pouvoir être le seul acteur des possibilités d'ajustement et de correction, en fait. Donc, pour le sportif, comme le sédentaire, comme le sportif de haut niveau ou de loisir, eh bien, il doit être acteur de son alimentation. Donc, nous, on donne un petit peu des outils et en tout cas, on essaie de clarifier un petit peu les différentes données nutritionnelles qui sont parfois contraires et diverses. Donc là, vous avez à l'écran un des modèles de la performance. Donc là, c'est pour le sportif de haut niveau, mais le talent qu'on va accorder aux sportifs de haut niveau, on peut l'accorder évidemment aux sportifs de loisirs, mais on va surtout accorder le plaisir de sa pratique sportive. Donc c'est important de choisir une pratique sportive qui plaît pour pouvoir y consacrer du temps et de l'entraînement et d'améliorer toutes les phases qui constituent la performance, à savoir la dimension technique, tactique, physique, mentale et l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, on va retrouver le sommeil et la diététique. Et maintenant, de plus en plus aussi, quelques préventions des blessures, comme de la mobilité articulaire ou musculaire. Donc, ce qui est important souvent de rappeler, c'est que la diététique, elle ne fait pas la performance. Donc, seulement si elle est mal gérée, elle peut être à l'origine d'une contre-performance. Et souvent, ça c'est important, même nous, auprès des sportifs de haut niveau, c'est important de le rappeler, parce que il y a énormément de croyances au niveau de l'alimentation et notamment en lien avec la performance, que ce soit une performance au quotidien pour un sportif de loisir ou un sportif de haut niveau. Donc, donc, en règle générale, les préoccupations associées aux sportifs sont souvent, et ça a été développé tout à l'heure, soit spontanément de la prise de masse musculaire, de la perte de masse grasse, soit les stratégies avant, pendant et après les entraînements et les compétitions, et aussi le tri au niveau des produits diététiques pour sportifs, puisque il y a un champ, il y a un marché, en tout cas, qui a explosé au niveau des compléments alimentaires, et le sportif, est parfois un peu trop attiré par ce genre de produits. Alors que bien souvent, la première attention restera en fait l'alimentation naturelle. Donc on a un contexte de l'entraînement où le poids, il est évolutif, ça a été développé. Il y a une prise de masse musculaire spontanée et qui est en phase avec la croissance et la fréquence et l'intensité des entraînements. Il y a, chez le sportif, souvent, c'est s'entraîner avec un pourcentage de masse grasse adapté. Pour le sportif de loisir, c'est peut-être simplement trouver un pourcentage de masse grasse qui soit adapté pour simplement être à l'aise dans ses mouvements. On a aussi cette volonté de soit maintenir ou développer la masse musculaire. C'est aussi de maintenir un niveau de performance et pour ça nous renvoie à une gestion des stocks d'énergie. Donc, on peut pas réduire les apports énergétiques puisqu'on doit subvenir aux dépenses qui sont liées aux entraînements physiques. Et on a évité la déshydratation parce que souvent c'est le premier facteur limitant de la performance. Donc on doit l'optimiser dans les prises alimentaires, non seulement pendant les phases d'entraînement, mais en dehors des phases d'entraînement.
Donc le tri des compléments alimentaires, je l'ai dit, on a une norme européenne maintenant, et il est important de la rappeler. Si on doit se référer à certains compléments alimentaires, c'est EN 17444, et on va rechercher dans tous les cas une autonomie en fait du sportif de loisir ou du sportif de compétition dans ses prises alimentaires et hydriques. Le contexte de la compétition est un peu différent. On est plutôt sur des phases de protocole pour optimiser en fait les prises hydriques et alimentaires pendant les phases d'entraînement. Alors comment faire? Eh bien, on doit amener le sportif à se questionner autour de 8 items. Donc l'hydratation en dehors et pendant les phases d'entraînement et le jour éventuellement de l'épreuve, la qualité des aliments, la quantité. Donc avec les dépenses, est-ce que les dépenses vont être supérieures aux apports? En tout cas, il faut que les apports soient en phase avec les dépenses en fonction des objectifs. Ça va nous renvoyer à la taille des portions, à l'appétit, à la notion de faim, de satiété. La répartition, qui est très importante, en phase avec les phases d'entraînement. Il y a la diversité. Si on devrait parler de produits magiques, eh bien, on pourrait l'inscrire dans cette diversité. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure couverture des macros et micronutriments. On a la gestion des aliments plaisir à risque, parce que le sportif sédentaire, le sportif de loisir ou de haut niveau, eh bien, il doit aussi se faire plaisir lorsqu'il mange. Donc, il y a une gestion des aliments plaisir à risque. Souvent, c'est des aliments qui sont riches en sucre ou en graisse. Et là, il n'y a pas de dictat. C'est juste une fréquence qui va être gérée par le sportif. Et nous, on va juste l'orienter. Il y a la place des produits diététiques normés. Et il y a aussi un débat sur les modes et les régimes alimentaires. On a une vigilance particulière pour les jeunes sportifs, puisque chez les jeunes sportifs, eh bien, pendant cette période pubertaire, sont acquis physiologiquement 50% du poids, 25% de la taille, 40% de la masse minérale osseuse. Donc, et là, c'est peut-être une petite parenthèse pour les sportifs à catégorie de poids qui parfois se mettent en restriction alimentaire ou soit pour un souci esthétique. Donc là, c'est important de bien cadrer et d'orienter et de réexpliquer que le poids de corps augmente naturellement avec la croissance et avec l'intensité et la fréquence des entraînements. On a une vigilance aussi pour les seniors, puisqu'il y a une préoccupation importante autour de la lutte contre la dénutrition et aussi sur les besoins en eau qui sont un peu majorés. Donc on sait qu'il y a une fonte musculaire, une sarcopénie à partir de 50 ans, et qui est majorée par l'absence d'exercice physique et par une alimentation qui sera en protéines et énergétiques insuffisantes, mais aussi majorée par les maladies chroniques. Donc en tout cas, le couple gagnant pour ces seniors, ça sera l'activité physique et une alimentation adaptée. Il en est de même pour l'ostéoporose qui sera majorée par des carences en calcium, en vitamine D, en phosphore et l'absence d'activité physique. Donc maintenant, eh bien, comment on fait pour évaluer chaque jour sa diététique à travers de 20 astuces à valider? Donc ce n'est qu'un exemple, hein, on pourrait en inventer d'autres. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le premier facteur limitant de la performance, c'est l'hydratation. On va donner des repères, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau du réveil au coucher en dehors des phases d'entraînement, boire 500 ml par heure d'entraînement, de vérifier la couleur claire des urines du réveil au coucher et avant les entraînements. C'est le premier critère, en tout cas repère, qui est pas très ludique, mais en tout cas, c'est ce qui permet d'évaluer si on est bien hydraté ou pas, et ça permet de réajuster en tout cas ses apports hydriques, de boire plus s'il fait chaud, et de savoir est-ce on boit que de l'eau à l'effort ou est-ce qu'on prend une boisson énergétique. Donc sur des efforts globalement inférieurs à 1 heure, l'eau seule suffit. Sur des efforts intenses et supérieurs à 1 heure, eh bien, on peut avoir recours à une boisson énergétique qui est un mélange d'eau principalement, d'une concentration de glucides qui va dépendre de la température extérieure et de l'intensité de l'effort. Donc, par exemple, aujourd'hui, ça serait 80% d'eau, 20% de glucides. Et on rajoute eh bien un peu de sel, ce qui permettra de favoriser en tout cas l'apport hydrique et l'assimilation des glucides. Et une autre astuce aussi, c'est en post-entraînement, notamment quand il fait chaud, c'est d'évaluer, de se peser juste avant et après et d'évaluer les pertes hydriques et de boire 1,5 fois le volume qui a été perdu pendant les phases d'entraînement.
Donc ça, c'est important. Donc le sportif, eh bien, on l'amène à se questionner et à valider ensemble, en fait, ces différents items. Autre item, sur la couverture de protéines de haute valeur biologique, on l'a dit que tout à l'heure qu'il y avait une perte protéique et un gain, en tout cas, de masse musculaire avec la pratique sportive. Donc les besoins entre un sédentaire et un sportif sont évalués du simple au double, et c'est 0,83 grammes pour un sédentaire par kilo par jour de protéines. Pour un sportif, on est globalement autour de 1,6 grammes, même s'il y a des nuances, puisque ce grammage est fonction de la sollicitation musculaire. Plus on va solliciter le muscle et plus on va augmenter, en tout cas, on va être plutôt dans la fourchette supérieure du grammage de protéines. Mais on va jamais dépasser les 2,5 grammes par kilo par jour. Et là, on sera plutôt dans un cadre de prise de masse musculaire. Donc, ce qui nous renvoie, en fait, à prendre des protéines, des sources de protéines de haute valeur biologique. Et on va les trouver principalement dans les protéines animales. En tout cas, on aura un rapport protéines animales sur protéines végétales qui sera supérieur à 1. Donc, même si on doit effectivement augmenter la part des protéines végétales par les légumineuses, mais on va garantir 1 fois à 2 fois par jour une portion de viande ou de poisson ou des œufs en alternance. On a ici un petit, vous pouvez lire en tout cas sur la slide, par exemple, on va garantir 1 fois par semaine, pardon, 1 à 2 fois par semaine en fait du poisson gras, notamment pour la couverture en oméga 3. On va limiter la consommation de viande rouge, elle sera inférieure à 500 grammes par semaine pour le sportif et pour le sédentaire également. Donc ça, c'est important. Non seulement, en fait, on aura un apport protéique, mais on aura aussi un apport, c'est le premier contributeur de la vitamine B12. Et cette vitamine B12 favorise, en fait, la synthèse protéine et des globules rouges. On a une autre couverture, en tout cas, c'est qui est complémentaire, c'est les produits laitiers. Donc, en règle générale, ce qu'on conseille aux sportifs, c'est de consommer au moins 2 à 3 laitages par jour. Donc, le plan national de nutrition santé conseille 2 produits laitiers par jour. Donc, pour avoir une couverture globale en fonction du poids de corps de chaque sportif, on va être parfois à 3 laitages par jour. On va être sur les produits laitiers diversifiés, que ce soit du fromage blanc, qui est à poids égal avec le yaourt, 2 fois plus concentré en protéines. Mais il y a un intérêt aussi pour le yaourt, puisqu'il y a des probiotiques naturels. Donc, on va être sur le fait de diversifier au maximum ces produits laitiers. Donc, on va à ne pas confondre non plus avec les boissons végétales qui n'apportent pas la même concentration, à part le soja, qui est intéressant éventuellement pour un apport protéique, mais en tout cas pour les laits d'amandes qui sont un peu moins intéressants, en tout cas pour l'apport en protéines. Donc, même s'ils apportent en fait de l'agrément au niveau gustatif pour certains sportifs. On s'aperçoit aussi que la première erreur chez le sportif, c'est de ne pas consommer assez de fruits et de légumes. Donc, il doit augmenter son quota en végétaux. Donc, on va lui indiquer pas forcément de manger 5 fruits et légumes par jour, comme on le fait au niveau du plan national de nutrition santé. On va être un peu plus directif. En fait, on va lui demander de garantir au moins une crudité par jour. Et cette crudité, on va l'orienter pour qu'elle soit assaisonnée avec de l'huile de colza, première pression à froid bio, et notamment pour l'intérêt d'avoir une couverture en oméga 3. Chez le sportif, à la différence du sédentaire, les besoins en oméga 3 sont exprimés en grammage. Il y a 2 grammes d'oméga 3 qui sont obligatoires. Et on sait que si on consomme bien des poissons gras et que si on consomme au moins une crudité par jour assaisonnée avec de l'huile de colza, ça nous permet en fait de garantir ces apports en oméga 3. Donc, il y a au moins une crudité par jour, au moins une portion de légumes cuits à chaque déjeuner et à chaque dîner, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il va consommer bien des féculents, ça sera associé à des légumes cuits dans son assiette et consommer au moins 2 à 3 fruits frais par jour. Donc, avec ces références, évidemment, ces repères de portions de fruits, une pomme égale une banane, égale une petite barquette de 250 grammes de fraises, égale 4 abricots.
Le fruit est intéressant aussi parce que il peut être consommé aussi en dehors des phases de repas, et notamment s'il y a un délai qui est supérieur entre 4-5 heures entre deux prises alimentaires et qu'il y a un entraînement. Eh bien, 1 heure avant un entraînement, ça peut être intéressant de consommer un fruit frais ou un fruit cuit sous forme de compote pour avoir un apport énergétique suffisant. On a, en ce qui concerne les sucres complexes, donc en fait ce qui va apporter de l'énergie, et notamment tous les féculents et les légumineuses, mais qui va avoir une action aussi sur la composition corporelle, parce que ça va être un petit peu le curseur. En fonction des dépenses énergétiques, eh bien on va demander aux sportifs d'adapter la quantité de féculents ou de légumineuses en fonction de ces dépenses d'énergie, de façon à avoir aussi une action, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois il y a une recherche d'avoir un pourcentage de masse grasse adapté, notamment pour exprimer la performance. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va demander aux sportifs d'être vigilants. C'est-à-dire que s'il y a trop peu d'énergie, eh bien, il pourra pas être performant. S'il y en a trop, il sera peut-être performant, mais il peut voir en fait une augmentation du pourcentage de masse grasse. Et on sait que l'excédent de masse grasse, en tout cas pour le sportif de haut niveau, et notamment sur des sports maîtrisés, par exemple comme les sprinteurs, eh bien c'est de la masse inerte et ça peut être un frein, en tout cas c'est un frein à la vitesse d'accélération ou de rotation. Donc on est assez vigilant dans en tout cas cet apprentissage d'adapter la quantité de féculents en fonction des dépenses d'énergie et des dépenses énergétiques. Et ça peut se caler aussi aux sportifs de loisirs, c'est-à-dire que lorsqu'il est un peu plus sédentaire, il a une journée un peu plus sédentaire, eh bien il peut augmenter sa part de végétaux par le biais des légumes et éventuellement des fruits, et diminuer très légèrement, sans les supprimer, en tout cas la part des féculents, pour avoir une meilleure gestion éventuellement de son pourcentage de masse grasse. Maintenant, en ce qui concerne les acides gras, eh bien, il n'y a pas de mauvais acides gras, sauf qu'il y a une mauvaise consommation en quantité et en consommation. Donc c'est pour ça que, en règle générale, on ne demande pas de supprimer le beurre et la crème fraîche, mais les limiter sans les supprimer. Et on demande si on doit si on veut procéder au plus simple, et notamment auprès des sportifs, c'est les messages qu'on fait passer, c'est d'avoir chez soi eh bien 2 bouteilles d'huile, une bouteille d'huile d'olive notamment qui va réserver pour les préparations chaudes, et une bouteille d'huile de colza qui supporte un peu moins les fortes températures et qui sera réservée pour notamment les crudités. Et donc toujours dans cette optique, en tout cas, de privilégier les huiles et de quantifier aussi la consommation des fruits oléagineux en fonction de ses apports aussi en matière grasse. Donc souvent, on voit ces erreurs-là chez le sportif. On a tellement eu des messages que les fruits oléagineux étaient bons pour la santé, comme les noix, les amandes, etc. Eh bien, parfois, eh bien, au lieu que ça soit quelques 25 grammes ou 30 grammes de fruits oléagineux, on voit que c'est un paquet de 100 grammes ou 150 grammes qui est consommé avec bonne conscience. Donc, on sensibilise en tout cas le sportif par rapport à ces notions, eh bien, de bonnes matières grasses, mais aussi de quantifier aussi les bonnes matières grasses pour avoir toujours dans l'optique du sportif, de sa performance. On a la fréquence des aliments plaisir, parce qu'on sait que l'acte alimentaire, eh bien, effectivement, moi je parle avant tout là, de la dimension biologique, mais une dimension psychologique et sociale, et les trois sont interdépendants. Donc le sportif, il doit se faire plaisir, il doit socialement aussi vivre comme tout le monde. Donc bien souvent, les aliments plaisir à risque, ce sont souvent des aliments qui sont riches en graisse et en sucre, mais qui procurent un confort psychologique et social. Donc le sportif apprend à les identifier et à limiter la fréquence de consommation sans les supprimer. Donc là, c'est que un exemple, hein. Pour certains, ça paraît peut-être un peu directif, mais par exemple, on va diminuer les sodas, on va diminuer peut-être les pâtisseries à 1 fois par semaine. Ça va dépendre un petit peu des objectifs des sportifs, mais en tout cas, on va essayer de mettre un maximum de qualité dans la bouche pour pouvoir être performant au quotidien, mais en laissant une place et sans culpabilité pour les aliments plaisir qu'on appelle entre guillemets à risque. Alors
les stratégies alimentaires sont très importantes parce que bien souvent il y a tout ce qu'il faut, mais parfois dans les stratégies alimentaires, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, enfin vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on prend par exemple des protéines mais associées à des glucides aussi, c'est-à-dire que, eh bien, on augmente, il y a une augmentation significative, notamment de la masse musculaire. Donc, et là, l'objectif, c'est d'optimiser en fait les réserves de glycogène et la synthèse protéique, et donc de manger dans l'heure qui suit l'entraînement. Donc, soit c'est le repas qui spontanément est programmé juste après l'entraînement, et là, on n'a pas besoin d'avoir recours à une complémentation ou une collation juste après l'entraînement. Ou alors, si le repas n'est pas programmé dans l'heure qui suit l'entraînement, eh bien là, on va proposer une collation à base de protéines et de glucides. Par exemple, ça peut être un fromage blanc et avec eh bien des fruits rouges légèrement sucrés. Et là, on aura une collation qui sera adaptée. En règle générale, on est sur un grammage de protéines qui est autour de 0,29 grammes à 0,3 grammes par pas par kilo, mais par c'est le grammage en fait qui sera consommé. Il y a une petite erreur là sur la slide sur en post entraînement au niveau des protéines, et on aura la même quantité pour les glucides. Donc on peut imaginer par exemple 10 grammes, 100 grammes de fromage blanc, et puis eh bien l'équivalent d'un fruit, une banane par exemple aussi, qui peut être consommé en post-entraînement, et ce qui permettra eh bien d'avoir d'optimiser en tout cas ces réserves de glycogène, la synthèse protéique, en sachant que le repas qui va être forcément obligatoirement programmé dans les heures qui vont suivre, eh bien vont parfaire en fait le stockage de glycogène et la synthèse protéique. Ne jamais sauter de repas. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'on a aussi parfois des sportifs qui sont très vigilants juste après l'entraînement, et puis juste avant il n'y a pas eu de repas, donc ça veut dire qu'il y a un épuisement des réserves de glycogène très prématuré, et il n'y a pas une optimisation de la phase d'entraînement, et il peut avoir une perte protéique aussi beaucoup plus majorée. Donc ça c'est important, et à la fois pour le sportif de loisir et le sportif de haut niveau. Bien mastiquer, souvent le sportif est pris par le temps, parce que entre le moment où il a envie de pratiquer du sportif, soit il est dans sa dynamique aussi de travail, ou soit dans la dynamique, nous, souvent à l'Institut national de formation et de performance, eh bien il avale très rapidement, il est capable d'avaler des grosses quantités, parce qu'il a une sensation de faim qui est très présente en post-entraînement, et donc on lui demande de bien mastiquer pour faciliter à la fois la digestion, pour favoriser le confort digestif, mais aussi pour permettre de mieux contrôler en fait les quantités consommées. Donc on va lui demander à la fois de bien mastiquer et de consacrer au moins 35 minutes à l'ingestion des repas. Et en ce qui concerne toutes les boissons de l'effort et les compléments alimentaires sécurisés, donc là il faudrait presque un chapitre et un autre webinaire à ce sujet. Mais là, on va demander en fait aux sportifs d'avoir toujours en première intention une alimentation courante, mais bien souvent, il ne peut pas se balader non plus avec son frigo, il ne peut pas consommer son laitage et son fruit juste après l'entraînement. Donc bien souvent, il a recours soit à des boissons de l'effort, parfois à des poudres de protéines, soit majoritairement, ce sont les deux produits qui ressortent le plus pour les sportifs. Donc en tout cas, on va cadrer, on va orienter le sportif de façon à ce qu'il fasse des choix qui soient utiles et qui soient sécurisés, notamment pour le sportif. Donc le socle quotidien des consommations, on voit que c'est un socle qui est facilement adaptable et adapté pour le sportif. Donc on retrouve l'hydratation, on retrouve la crudité, on retrouve les laitages, les fruits, les portions de légumes cuits à chacun des deux repas, la portion de viande ou de poisson par jour, ou une à 2 fois, en fonction évidemment de la sollicitation musculaire, et la portion de féculents qui sera à moduler en fonction des dépenses énergétiques. On y rajoute évidemment la taille des portions, le découpage des prises alimentaires, donc la répartition, les stratégies qu'on pourrait avoir juste avant l'entraînement, pendant et après l'entraînement, les manipulations à J-3 si on veut optimiser les réserves de glycogène,
et le tri qu'on retrouve dans la boisson de l'effort, les compléments protéinés, les électrolytes, etc., pour que ça soit consommé en tout cas dans une stratégie liée à la performance et aux besoins du sportif. Donc l'objectif de l'auto-évaluation, eh bien, c'est d'amener le sportif à réfléchir au quotidien et à son application alimentaire et hydrique et de trouver des solutions pour l'améliorer. Parce que bien souvent, le sportif il sait, mais lorsqu'on le revoit que 3 semaines après, eh bien, on a perdu un peu 3 semaines. Il a mis en place quelques éléments, mais il n'a pas forcément tous les repères. Donc c'est de travailler sur les repères. Et il faut que ça soit des repères qui soient adaptés et acceptés par le sportif. Et il faut que ça soit toujours des objectifs qui soient atteignables aussi pour le sportif. Donc, on va le faire step par step, donc étape par étape, de façon à amener le sportif à s'auto-surveiller de façon continue, de façon à ce que ça soit pas trop une contrainte et qu'il puisse améliorer au quotidien, en tout cas, ses prises alimentaires. Donc, l'auto-évaluation, ça permet de consolider l'apprentissage, ça permet de faire une promotion d'un apprentissage plus approfondi et ça permet aussi d'améliorer l'engagement des sportifs et donc un transfert de responsabilité parce que seul le sportif doit rester le seul acteur de ses prises alimentaires et de ses prises hydriques. C'est-à-dire que nous, on a encore trop de sportifs qui disent « Ah, mais mon entraîneur m'a dit il fallait que je consomme ça, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. » Non, c'est toi qui dois consommer et c'est toi qui dois être critique par rapport aux conseils qui sont donnés et tu dois être acteur de tes prises alimentaires et de tes prises hydriques. Merci beaucoup. Voilà, oui. L'auto-évaluation, voilà, c'est l'efficacité qui s'inscrit au quotidien. Merci beaucoup, Véronique. On a beaucoup de questions, donc on va commencer la table ronde puisqu'on voudrait un petit peu laisser la parole à tout le monde. Il y a une première question, mais qui vous concerne tous les deux, Daniel et Véronique. C'est on n'a pas défini ce que c'était qu'une activité physique. Donc notamment, il y a beaucoup de questions de combien d'heures de sport par semaine pour des gens sédentaires, pour des gens pas sédentaires, puisqu'on a parlé du sport de loisir. On sait que l'activité physique augmente ces dernières années. Puisque vous avez fait des recommandations, notamment il y a une question vis-à-vis de ça, quand est-ce qu'on doit augmenter les quantités de protéines, à partir de combien, qu'est-ce que c'est que de faire qu'être sportif et qu'avoir une activité physique? Alors, si on se réfère en fait au grammage de protéines, lorsqu'un sédentaire débute une pratique sportive régulière, on estime que c'est à peu près 2 fois par semaine, 2 à 3 fois, eh bien, son grammage de protéines qui était de 0,83 grammes par kilo par jour, il passe à 1,4 grammes par kilo par jour. Maintenant, s'il y a peu de sollicitations musculaires, etc., on peut avoir un grammage qui est inférieur. Mais en tout cas, ça sera supérieur à 0,83 grammes. Maintenant, ce qui est important de l'activité physique n'est pas non plus un prétexte à manger plus non plus, même s'il y a plus de dépenses énergétiques. Ça va dépendre, en fait, il faut évaluer un petit peu les dépenses. Évidemment, si on s'entraîne tous les jours, oui, il y a des dépenses qui sont largement majorées, mais 1 heure d'activité physique, ça dépend de l'intensité, ça peut être 100 kilocalories par heure, comme ça peut être 500 kilocalories, voire plus par heure. Donc, il y a des variables qui sont liées à la fois à l'intensité de la pratique sportive. Donc, Daniel, est-ce que sur la définition d'activité physique régulière, parce qu'il y a des gens qui sont sédentaires, qui passent 8 heures assis, comment est-ce qu'on définit le fait qu'on soit en activité physique et qu'il faille changer son régime alimentaire? Est-ce que tu as une... Moi, je pense, on est un peu d'accord, quoi. De toute façon, ça se réfère à la dépense énergétique, quand même, hein. Je veux dire, c'est de faire du travail musculaire et ça augmente la dépense énergétique. Et c'est ce que je montrais, quoi. Je veux dire, ça va être 2, 3, 4 en fonction de l'intensité fois la dépense de sommeil, quoi. Donc, quelqu'un qui augmente de 1,5 fois la dépense de sommeil, c'est pas majeur, quoi. Quelqu'un qui passe à 3, 4 fois, c'est majeur. Sur les protéines, je pense qu'il y a un aspect quantitatif, mais c'est vrai quand l'activité est quand même assez intense, hein. Mais un paramètre important, c'est le timing. On sait qu'après un exercice physique, il y a une stimulation de la synthèse protéique
dans l'heure qui suit l'activité physique. Et donc, il faut en gros que les briques de construction qui sont les acides aminés arrivent en particulier au niveau du muscle dans l'heure qui suit le travail musculaire. Après, on revient au niveau de synthèse protéique de base, quoi. Donc, je pense qu'il y a un aspect important, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Véronique, c'est que c'est après l'exercice que c'est important de fournir les protéines. Alors maintenant, j'ai des questions qui sont un petit peu plus pointues. Donc, Véronique, sur la recommandation pour les œufs, il n'y avait pas de chiffrage sur combien par semaine. Est-ce qu'il y a un maximum? Il y a une période où on disait qu'il fallait pas en manger trop. Est-ce que aujourd'hui les recommandations ont changé? Alors pour notamment les sportifs. Alors, les recommandations ont changé parce qu'avant, c'était plutôt une recommandation un peu empirique. Et on était, attention, à cause du cholestérol, c'était un peu cette prévention. Et alors que maintenant, on n'a plus, en fait, s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de pathologie avérée, donc il n'y a pas une limitation. Et bien souvent, les sportifs, à chaque petit déjeuner, en tout cas les sportifs de haut niveau, qui ont un poids de corps assez élevé et qui doivent avoir une couverture protéique un peu plus importante, bien souvent, ils consomment 2 œufs par jour ou 3 par jour sans aucun problème. Une autre question sur le poisson, en fait, 2 fois par semaine. Est-ce que il y a des difficultés avec les contaminants, hein, on pense au plomb. Est-ce que quand la recommandation PNNS c'est 2 et vous recommandez 3 poissons par semaine, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Alors nous en fait, on est dans la diversité aussi des approvisionnements, c'est-à-dire que à la fois de prendre des poissons gras, mais aussi des poissons comme les sardines, etc. Donc on consomme minimum 2 fois par semaine du poisson, dont un poisson gras. Donc mais après on a aussi des sportifs nous qui culturellement en fait ne consomment pas de viande parce que et culturellement plutôt n'est pas sacrifié comme ils le souhaitent. Et ils se réfugient un peu plus vers le poisson, donc il y a des consommations un peu plus importantes et c'est pour ça qu'on met cette recommandation autour de 3 fois par semaine, pour à la fois une réponse culturelle et à la fois pour s'inscrire aussi dans le plan national de nutrition santé. Alors toujours sur cette question de protéines, hein, il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc il y a des consommations de poudre de protéines. À votre avis, à partir de quel type d'activité physique, de combien d'heures, est-ce qu'on est obligé de prendre ces poudres de protéines? En réalité, on n'est pas obligé de prendre les poudres de protéines, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réponse par l'alimentation courante et notamment par des spécialités laitières qui sont à la fois très riches en protéines, en lactosérum, qui est une protéine qui s'assimile rapidement, et en caséine. Donc on trouve le skyr, on se trouve le fromage blanc, mais c'est vrai que ça peut faire des volumes assez importants en fonction du poids de corps. Donc la première intention sera toujours l'alimentation courante. Donc ce sera avant tout un produit laitier naturel et qui sera associé à des glucides comme les fruits, qui permettront aussi d'amener à la fois des glucides mais aussi des vitamines, des minéraux et notamment des vitamines antioxydantes. Donc la poudre de protéines, elle n'est pas forcément indispensable. Maintenant, on n'a pas des frigos dans tous les vestiaires de toutes les et donc il n'y a pas la possibilité non plus de consommer une collation et d'avoir de se balader avec son frigo, comme je l'ai dit. Donc là, on a recours souvent en post-entraînement, s'il n'y a pas la possibilité en tout cas de consommer en première intention l'alimentation courante, on va avoir recours à des poudres de protéines et notamment de lactosérum et qu'on va associer, en tout cas dans le conseil, on va indiquer de l'associer en fait à des fruits. Mais c'est pas indispensable. Même si en pratique, évidemment, il y a un côté pratique qui est indéniable et qui peut se justifier. Alors j'ai une question toujours sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on adapte quand on est végétarien ou végétalien pour optimiser la synthèse protéique? Ça, c'est une vraie question. Déjà, c'est vrai que bon, il faut. Véronique l'a développé. Hein, je veux dire, il y a des différences de qualité des protéines et encore plus quand la demande de synthèse est augmentée, la qualité des protéines est majeure et il faut faire très attention. Alors, on peut y arriver plus ou moins en combinant différentes sources végétales, mais malgré tout,
c'est quand même les protéines animales qui ont la qualité optimale. Les végétariens, alors les végétaliens, c'est un problème puisque ceux qui peuvent consommer des produits laitiers, du fromage, des œufs, c'est pas un problème. Ceux qui veulent que des végétaux et qui en plus ont des pratiques sportives importantes, il faut vraiment qu'ils calculent de près leur rapport protéique, hein, en termes de quantité et en termes de qualité. Après, on peut aussi complémenter avec des acides aminés libres, les acides aminés limitants. Hein. C'est faisable, hein, je veux dire. Mais bon, je veux dire, on rentre quand même dans des gymnastiques de composition, de formulation qui sont pas obligatoirement très très simples pour ceux qui ont vraiment un besoin de protéines pour la synthèse protéique. Alors, on va passer à une autre catégorie d'aliments, c'est sur les féculents. Alors, peut-être qu'Isabelle Roch est là. En ce qui concerne ceux qui sont consommés le soir, de nos jours, on en préconise de plus en plus, notamment pour la synthèse des hormones et leur pénétration dans le cerveau. Et ça favoriserait le sommeil. Et ça permet de lutter contre le stress. Est-ce que l'un de vous deux a un avis sur ça? Est-ce qu'il faut aller au-delà de ce qui a été préconisé, Véronique, sur les féculents du soir, qui sont souvent préconisés pour des compétitions le lendemain? En fait, les féculents, en fait, c'est en fonction de la dépense énergétique. Ce qui a été développé, c'est qu'il y en a à chacun des 3 repas. Donc, en fait, il y a pas de repas sans féculents. Sauf si on est vraiment dans le cadre d'une perte de poids de corps un peu rapide, notamment pour les sportifs à catégorie de poids, où là on doit diminuer globalement les apports, mais on les diminue un peu partout. Mais il y a un apport de féculents à chacun des 3 repas et voire au niveau des collations. Donc il y a pas, mais il y aura forcément un peu moins de féculents s'il y a des entraînements biquotidiens, notamment matin et après-midi. Il y aura un peu moins et de façon cohérente, un peu moins de féculents en fait au repas du soir. Sauf évidemment si c'est veille de compétition ou si c'est le repas juste avant la compétition, où là on va augmenter en fait la quantité, ou 3 jours avant l'entraînement, où j'ai dit qu'il y avait quelques stratégies, parfois notamment dans les sports de longue durée, on va augmenter les réserves de glycogène et là on va augmenter la part des féculents à chacun des 3 repas. Mais il n'y a pas de repas sans féculents, en fait, qui est préconisé. D'accord. Alors, une autre question qui concerne les édulcorants. Est-ce que les sodas sans sucre sont à proscrire? Est-ce que, comme il faut s'hydrater, donc on boit beaucoup, est-ce que de prendre des boissons avec édulcorants, ça peut être préconisé, enfin, ça peut être accepté pour des gens qui n'aiment pas le goût de l'eau? Ah oui, alors les édulcorants, on est très vigilant par rapport à ça parce que c'est pas une préconisation en tout cas, et donc on va plutôt demander d'aromatiser avec du citron ou du jus de citron ou la boisson. On va trouver quelques aromates. Maintenant, il y a de plus en plus en fait d'eau aromatisée, infusée parfois qu'on peut proposer et qui reste naturelle, mais on va éviter en fait les édulcorants. Je pense qu'il n'y a pas de différence par rapport au reste de la population, quoi. La discussion sur les édulcorants, on la connaît tous. Après, oui, il y a des boissons, il y a des boissons avec édulcorants, c'est pas interdit, quoi. Donc, mais bon, on sait que ça peut avoir des problèmes, ça peut créer des problèmes, on le sait, sur le comportement alimentaire, quoi. Parce que normalement, le goût sucré, l'organisme, en physiologie, il attend de l'énergie derrière, quoi. Alors, il y a du goût sucré, il n'y a pas d'énergie qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ça perturbe un peu quand même. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de différence, quoi, avec les autres individus, quoi. Alors, j'ai une autre question qui concerne les femmes enceintes sportives. Comment est-ce qu'on optimise leur alimentation, alors selon l'intensité de l'activité physique et surtout les trimestres de grossesse? Est-ce que Véronique Alors, moi, c'est vrai que je suis plus spécialiste du sportif, mais on a quelques sportives évidemment qui sont enceintes et qu'on accompagne. Donc là, on va être vigilant sur les folates.
On va être vigilant sur les apports énergétiques, de façon à ce que l'athlète mange suffisamment. Mais ça sera une alimentation classique de la femme enceinte, sur l'hydratation aussi. Donc avec un apport protéique, notamment dans les premiers mois, qui va être adapté. Mais surtout les follerettes. De la grossesse, puisque les besoins protéiques de la femme enceinte, ils sont de toute façon supérieurs à la femme non enceinte. Oui. Donc il faut veiller aux apports protéiques de toute façon, quoi. Alors juste une dernière question avant de passer à la conclusion. Tout à l'heure, je vous ai posé une question sur la sédentarité et donc Yannick Guillaudot nous fait une remarque en disant qu'il y a une différence entre l'inactivité physique et la sédentarité. Est-ce que l'un d'entre vous sait expliquer la différence? C'est-à-dire, oui, vas-y. La question, c'est ça. Est-ce que il y a une différence entre être inactif physiquement et être sédentaire? Ou est-ce que pour vous, c'est la même chose? La sédentarité implique une inactivité physique, quand même. Oui. Alors après, la sédentarité, c'est plus large, quoi. C'est un mode de vie qui n'implique pas que l'activité physique, quoi. On va dire. Ok. Très bien. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Hein. On a abordé tous les types d'aliments. Et on va demander à Philippe. Peut-être que Philippe, tu as une question à poser aux intervenants avant de conclure. Mais sinon, on te laisse conclure. Bon, eh bien, merci Pascal pour cette table ronde. Alors, je vais conclure de manière rapide et simple. D'abord, ce qui apparaît, c'est effectivement que le sport et l'activité physique apparaissent positifs pour la prévention, le vieillissement, etc. Mais pour autant, ceux qui ont des objectifs de performance doivent aussi avoir des adaptations. Alors, les adaptations, c'est la volonté, bien sûr, ceux qui le décident, qui le veulent, mais c'est aussi la compréhension, parce que même si le corps, ça saute aux yeux d'après les deux intervenants, a une capacité d'adaptation incroyable, en fait. Hein. On pourrait dire, comme ce qu'on dit quelquefois, on utilise 10% de notre cerveau, est-ce que finalement on n'utilise pas un pourcentage que j'ignore et qui doit être difficile, un pourcentage d'utilisation possible de nos muscles et de notre système musculaire. Alors, ce qui apparaît nettement, c'est que c'est pas grossier, ça. C'est très fin, c'est-à-dire c'est pas un moteur diesel, c'est une Ferrari métabolique, on peut dire comme ça. Et ce qui est notable par rapport à tout ce qui a été dit, c'est pas seulement glucides, lipides, protéines, c'est tout le reste. Et j'étais content de voir que même les oméga 3 étaient considérés par nos intervenants, par les interventions. Et effectivement, ce réglage fin, il est en pleine progression. Visiblement, il est assez adapté pour les grands sportifs, mais pour le sportif, non pas du dimanche, mais plus modeste, malgré tout, la sensibilité à l'idée que des micronutriments doivent être également bien attentivement respectés, c'est important. Donc la notion de finesse, des exigences du corps, mais la notion de finesse de l'alimentation qui y répond mérite bien ce webinaire. Alors on a noté aussi entre les lignes plus tôt, mais c'était pas le sujet principal, c'est que au-delà de l'alimentation, pour assurer finalement le concret, les aspects psycho, liens sociaux, convivialité ont aussi du sens parce que la santé n'est pas que métabolique. Et donc on va en avoir une bonne occasion de le vérifier avec les Jeux Olympiques, bien sûr. Alors je voudrais terminer sur cette complexité-là en disant que souvent le bon sens est l'allié de la science. Il n'y a pas besoin d'être professeur de nutrition ou diététicienne nutritionniste à l'INSEP pour éviter les grosses erreurs. Mais les connaissances, c'est quand même un plus. Alors, je dis ça pour les auditeurs, parce que souvent elles sont disponibles à preuve. On fait des webinaires, mais beaucoup ne les écoutent ou ne les regardent ou ne les cherchent pas complètement. Quand on dit le bon sens est l'allié de la science, c'est par rapport à l'obscurantisme ou l'idéologie qui souvent, ou l'ignorance peut conduire à des erreurs. Et c'est toujours triste de se rater quand on a des objectifs aussi nobles que de faire du sport ou d'entretenir son corps. Alors je tiens à remercier vivement nos deux orateurs
qui se complétaient fort bien pour tout ce qu'ils ont apporté. Merci aussi à tous les auditeurs qui ont posé des questions. Je signale à cette occasion qu'il y a un replay disponible à partir de bientôt. Je ne sais pas si c'est tout de suite. Voilà. Et puis merci aussi à Pascal pour l'animation. Et donc, il est temps de conclure. Je vous souhaite des bons Jeux olympiques parce que tous ces sportifs dont on admire les performances et professionnellement on participe tous à les aider. Ils ont besoin de nos encouragements parce que ça va quand même être important et difficile. Donc, très bons Jeux olympiques. Merci à tous. Et je rends l'antenne, si on peut dire. Au revoir. Au revoir.